Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Bienvenue donc à notre spéciale émission du Jacques Roger Show. Nous allons avoir un débat intéressant tout à l'heure avec un invité exceptionnel. Au voyage clandestin, la Côte d'Ivoire court-elle vers une catastrophe écologique? This is the question. Notre invité, M. Vidance Conan, journaliste émérite, écrivain, avec lui, nous allons passer au moins quelques petites minutes pour débattre d'un sujet qui sera donc le sujet d'actualité les années et les jours à venir. Aujourd'hui, nous abordons donc un sujet qui dépasse donc les clivages politiques, l'orpaillage clandestin, pollution des fleuves, destruction des terres agricoles, contamination au mercure et au cyanure, insécurité donc alimentaire, perte en biodiversité. La Côte d'Ivoire court-elle vers, disons, en tient donc de compromettre son avenir? Pour en parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous recevons donc le journaliste écrivain émérite, Venance Conan, auteur donc d'une récente tribune qui lance, j'allais dire, un véritable cri d'alarme. Bonjour, cher ami, et bonjour, monsieur Venance Conan. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jacques Roger, mais merci à vous aussi de m'avoir invité. Voilà. Comment vous vous sentez en sécurité? Est-ce que ça va? La santé et tout ça? Oui, ça va de mon côté, ça va, oui, pas de problème. Je me porte bien. Alors, merci beaucoup. Alors, nous allons démarrer notre émission. La première question, c'est donc le constat que vous aviez fait, puisqu'on n'a pas suffisamment de temps. La toute Oui. première question, qu'est-ce qui vous a le plus choqué lors donc, de la réunion au ministère de l'Environnement? En fait, j'ai écrit plusieurs fois sur cette histoire-là de l'orpaillage. Chaque fois que je vais chez moi, dans ma région, je suis à la fois du Moronou, du Ifou et du Nzi, je vois les villages qui sont occupés par les orpailleurs et j'en parle assez souvent. Et le ministre de l'Environnement m'a fait l'honneur de m'inviter à participer à cette réunion-là. Et là, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai eu un vrai tableau de toute la situation. Moi, je voyais juste là, je voyais juste ce qui concernait ma région quand j'allais là-bas, mais c'est pas que la chose avait pris une telle ampleur que c'est vraiment toute la Côte d'Ivoire maintenant qui est concernée. J'ai vu la carte et voilà, et ça fait peur lorsqu'on voit ça. Et surtout, j'ai discuté avec ceux qui étaient à cette réunion, c'était des experts qui connaissaient bien la situation. Et quand ils m'ont expliqué la situation, il y avait de quoi faire peur. À quel moment donc vous avez estimé qu'il fallait donc tirer la sonnette d'alarme, Oui, publiquement, mais j'ai dit la sonnette d'alarme? Mais dès qu'on a fini cette réunion, j'ai dit, mais il faut que j'en parle. Je ne suis pas le seul à en parler, cela dit. Beaucoup de gens en parlent, mais moi aussi, j'en ai parlé à ma façon. Et puis, on constate un certain nombre de choses. Lorsque vous traversez notre pays, quand vous voyez le Nzi, par exemple, qui est dans ma région, c'est complètement pourri. L'eau a une couleur qui fait peur. Et quand vous regardez tous les autres fleuves, c'est pareil. Et ces experts-là avec qui j'ai discuté lors de cette réunion m'ont confirmé que tous nos quatre grands fleuves, y compris les plus petits comme le Zi, par exemple, sont tous contaminés. Et on le voit ça, à l'œil nu. Quand vous voyez la couleur de l'eau, il n'y a pas de débat. Et c'est contaminé au cyanure. Problème, c'est que la SODECI, la société qui traite l'eau, n'arrive plus à traiter cette eau-là. Et une des conséquences, c'est que dans ma ville natale, Bokanda, il n'y a presque plus d'eau. Il n'y a plus d'eau dans les robinets. On en a réduit à faire des puits dans le cours pour pouvoir avoir de l'eau. Et j'ai appris que c'est presque pratiquement la même chose dans presque tout le pays. Alors, je me suis dit, si on n'attire pas l'attention des Ivoiriens, mais on s'en va se tuer. On est en train de commettre un suicide. Si on laisse ces gens-là continuer à leur activité Quand vous parlez de ces gens-là, vous faites allusion à qui? aux orpailleurs. Vous évoquez aussi un suicide collectif. Pourquoi avoir choisi donc une expression aussi forte? Mais parce que c'est vrai ça qu'on court. Si on n'a plus d'eau à boire, on n'a plus de terre à cultiver. Parce qu'il y a tous ces trous qu'on voit dans les champs. Ça, c'est ce qui est le plus visible. Mais si vous descendez de voiture, que vous essayez de marcher dans la boue, vous risquez de vous casser le pied ou bien même de tomber dans un trou. C'est des gros trous. On ne peut plus cultiver cette terre-là. Mais au-delà des trous, il y a tous ces produits qui jettent par terre, qui rendent cette terre-là impropre à l'agriculture. Et puis, il y a plus personne. Les jeunes gens ne veulent plus aller travailler dans les champs. Pour ceux qui ont encore des plantations, ils ne trouvent personne pour aller y travailler. Donc, un, on n'aura plus de poissons. Deux, on n'aura plus d'eau à boire. Trois, les animaux, ils ne veulent plus boire l'eau de nos fleuves parce qu'ils ne boivent pas l'eau qui est empoisonnée. Donc, on ne pourra plus faire de l'élevage
Mais vers quoi on s'en va? C'est un suicide. Est-ce que les Ivoiriens sont réellement conscients de l'ampleur donc, de cette catastrophe? Je crois, mais bon, j'ai vu l'intérêt que mon pays a suscité. Il a été distribué presque, enfin, partagé, je ne sais pas combien de fois. Et puis, il n'y a pas que moi, hein. J'ai vu une vidéo faite par M. Vincent Toby. Et beaucoup de personnes, tout le monde, beaucoup de personnes en ont pris conscience. Voilà, ça, il peut le dire, et y compris le ministre. Si le ministre m'a convié à cette réunion-là, c'est parce que justement, il a été touché par mes papiers. Ça veut dire que même au niveau du gouvernement, ils en ont pris conscience. Alors, parlons maintenant donc des conséquences, Monsieur Conan. Quel est aujourd'hui donc l'état réel donc des fleuves ivoiriens? Vous avez commencé déjà à parler. Je vais vous donner la possibilité de mieux expliquer. Écoutez, je suis au Conseil économique, social, environnemental et culturel et nous avons reçu récemment le ministre de l'Hydraulique, M. Amédée Kouakou, qui a expliqué que tous les cours d'eau sont pollués. Et c'est lui qui nous a expliqué que la SODECI, la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, a de plus en plus de mal à traiter cette eau-là. Donc, tous nos cours d'eau, tous nos grands fleuves, les 4 grands fleuves que compte la Côte d'Ivoire, sont pollués. Et les petits fleuves comme le Zin, qui est, je crois, un affluent du Bandama, je crois, est pollué aussi. Oui, mais Bon, Monsieur Conan, comment vous pouvez expliquer cela dans un état de droit comme la Côte d'Ivoire? Est-ce que les gens ne je savaient pense que, vraiment pas ce qui se passait? apparemment, non. Apparemment, les gens n'avaient pas conscience des conséquences. Mais le président Et, Bédier avait attiré l'attention des uns et des autres il y a 5 ans. Il avait été taxé donc d'ivoirité. Alors, est-ce que les gens n'avaient pas eu tort de n'avoir pas écouté le président Icona Bédier il y a pratiquement plus de 5 ans? peut-être, peut-être. Sujet est-il que, bon, cela dit, il en a parlé, beaucoup d'autres personnes en ont parlé. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas écouté? Je n'en sais rien. Peut-être qu'on n'a pas pris la conscience réelle de la chose. On pensait que c'était juste quelque chose qui était cantonné à une petite région. Et on n'a pas fait attention à notre avidité. Parce que c'est ça le vrai problème. Il suffit que les gens arrivent, donnent un peu d'argent à un chef de village, à un chef de quartier, président des jeunes, président des mutuelles. Et puis les gens leur donnent la terre et font n'importe quoi. Et l'État n'a peut-être pas eu les moyens de suivre dans les détails. Tout cela, c'est aujourd'hui qu'on se rend compte. Vous êtes un journaliste d'investigation. Quels sont réellement donc les risques sanitaires liés au mercure et au cyanure? Est-ce que vous avez eu le temps de vous informer, de vous documenter? Bon, il y a une maladie qu'on appelle la maladie de Minamata. On a découvert ça au Japon, dans la ville de Minamata, et justement avec le mercure qu'on rejetait dans l'eau. Et lorsque on consomme le poisson de cette eau-là, polluée, là, ça peut, surtout les femmes enceintes, ça traverse le placenta et ça peut contaminer l'enfant qui va naître handicapé, soit, comment ça s'appelle, trisomique, enfin, avec beaucoup de handicaps. Bon, ça, c'est une des conséquences. Il y a que, vous pouvez mourir hein, si vous buvez de l'eau empoisonnée par le cyanure. Et puis, il y a plus de poissons, de moins en moins en tout cas. Et le poisson qu'il y a, si vous le mangez, vous risquez d'attraper la maladie de Minamata. Est-ce qu'on peut encore garantir la qualité de l'eau potable? Ah, ça, je ne peux pas vous dire, ça, c'est les spécialistes qui pourront vous dire, mais l'eau des fleuves, franchement, moi, je m'en méfie. Vous en avez parlé tout à l'heure, je vais vous donner un peu la possibilité de mieux expliquer quelles sont les conséquences observez-vous sur l'agriculture, l'élevage et la pêche. Vous pouvez donner beaucoup plus de détails si vous en avez. Bon, je ne suis pas un spécialiste de ces choses-là, mais ce que moi, je constate, je prends le cas du zinc que je connais bien, puisque ça coule dans ma région, il n'y a plus d'eau. Ce qui est là, c'est une eau boueuse où il n'y a plus de poissons, où il n'y a rien. Ça, c'est quelque chose qui est visible. Maintenant, les spécialistes pourront vous dire que voici la teneur en mercure, en cyanure, etc. Ça, j'en sais rien. Mais ce que nous voyons tous, c'est la couleur boueuse de tous nos fleuves. Que ce soit la Comoé, le Bandama, le Sassandra, le Cavali, toutes ces eaux sont boueuses quand vous les voyez. On peut Voilà. dire donc, dans ces conditions, si rien n'est fait, on peut dire que les générations futures payeront-elles le Ça, prix c'est clair. de l'eau, c'est ça. Même pas les générations futures, même nous, notre génération, nous qui sommes vivants aujourd'hui, dans quelques années, si on ne fait rien, on va payer le prix. Je viens de vous le dire. Dans une ville comme Bokanda, qui n'est pas un petit village, il y a de plus en plus de difficultés à avoir de l'eau potable. Il n'y a pas que Bokanda. Hein. Il y a beaucoup de localités où, parce que la SODECI n'arrive pas à traiter l'eau. L'essentiel de l'eau qui coule dans nos robinets vient des fleuves. La SODECI les traite,
et nous les distribue. Mais si cette eau-là est de plus en plus polluée, elle a de plus en plus de mal à la traiter et ça va être compliqué pour nous tous. Donc, ce n'est même pas la génération future, mais c'est nous-mêmes, nous, notre génération actuelle. Alors, parlons maintenant des conséquences, M. Conan. À qui profite donc réellement l'orpaillage? Aux Donc, orpailleurs. euh, Aux orpailleurs, qu'est-ce que je peux vous dire? Les orpailleurs, il y a quelques personnes qui donnent leur terre en échange de quelque chose. On m'a dit à Daoukro, lorsque vous leur donnez, vous leur indiquez une zone qui est assez riche en or, on vous donne une voiture 4x4. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Maintenant, celui qui donne le terrain, on lui donne l'argent. Combien, j'en sais rien, mais en tout cas, on lui donne quelque chose. Mais à la limite, ce qu'on leur donne, c'est des miettes par rapport à ce que les vrais, ceux qui ont ceux qui exercent, c'est-à-dire qui achètent des machines, qui creusent, etc., ce qu'eux, ils gagnent. C'est faramineux. Le ministre a dit que c'est 4 000 milliards de nos francs qui sortent chaque année, que l'État ne voit rien dessus. Parce qu'une fois que les gens ont fini, quand c'est des sociétés industrielles bien connues, il y a un représentant de l'État qui est là, qui contrôle la quantité d'or récolté. Mais pour l'orpaillage, je ne dirais même pas clandestin, parce que ce n'est pas caché. Pour l'orpaillage sauvage, là, il n'y a personne. L'État n'est pas là-bas. Donc, l'or qu'ils récoltent, il faut sortir sans donner quelque chose à l'État. Et c'est environ 4 000 milliards chaque année qui sortent. Alors, vous évoquez aussi l'existence donc de protection. Selon vous, pourquoi ce phénomène est-il si difficile à enrayer? À cause des protections, à cause de notre corruption. Quand vous allez dans ces zones-là, je prends la zone que je connais le mieux, à Daoukro, quand vous faites les chemins, vous voyez les policiers qui sont assis. En pleine brousse, vous voyez le policier qui est assis là. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il attend que le creuseur, là, il sorte pour le raqueter. Et au-dessus des policiers, bon, on dit qu'il y a des politiciens, il y a des hommes politiques, je n'ai pas dit de nom, mais forcément, ils bénéficient d'une protection. Alors, selon vous, est-ce que les sanctions actuelles sont-elles suffisantes? Les sanctions actuelles? Bon, actuellement, l'État, comme je l'ai dit, l'État a pris conscience. Il y a beaucoup de sites qui sont démantelés, les machines qui sont saisies, brûlées. Il y a une action qui est entreprise par l'État. Est-ce qu'elle est suffisante? Ça, on verra bien. Mais l'État a commencé à bouger. Et comme je vous l'ai dit, si le ministre de l'Environnement m'a invité à cette réunion-là, ça veut dire que c'était pour me montrer que leur volonté de lutter contre ça. C'est ça l'espoir que j'ai. Maintenant, il y a tellement d'argent dans cette histoire-là que ça va être une bagarre difficile. Hein? Maintenant, qui va gagner? Bon, j'espère bien que ce sera l'État. Et nous avons intérêt à ce que l'État gagne. Mais le combat a commencé. Donc, selon vous, qu'est-ce que l'État doit faire immédiatement qui n'a pas encore fait pour reprendre le contrôle de la situation? Il faut démanteler tous les sites d'orpaillage. Il faut pouvoir les démanteler. Il y en a beaucoup, hein? Donc, ça ne va pas être simple. S'il faut faire intervenir l'armée, il faut le faire. Hein? Parce que là, c'est une question de vie ou de mort pour tout le pays. Hein? Donc, s'il faut faire intervenir l'armée, il faut le faire. Mais il faut les chasser. Il faut les chasser des fleuves, il faut les chasser de partout. Bien sûr, nous avons de l'or qu'on doit exploiter. Mais non, on n'est pas les seuls à exploiter de l'or. Mais il faut qu'on le fasse dans les règles de l'art, sans tuer l'environnement. Il y a des sociétés minières qui travaillent correctement depuis des années. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à exploiter de l'or en Côte d'Ivoire, sauf qu'il y a des clandestins, enfin, ou bien, je ne sais pas comment on peut appeler ça même, des artisans qui le font de façon artisanale, sans respecter aucune règle, qui polluent, qui déversent des produits, euh, des poisons dans les cours d'eau. C'est ça qu'il faut empêcher. Alors, Une fois qu'on a dégagé tout cela, on peut donner des permis à des gens plus sérieux qu'on pourra contrôler, etc. Pour que eux et ces gens-là, on espère que ce sera des Ivoiriens, puissent gagner et que l'État puisse gagner aussi. Je vais vous permettre donc un peu de spéculer un tout petit peu. Vous avez parlé de près de 4 000 milliards qui disparaissent. Cette somme Oui. ne peut pas certainement sortir sans la complicité de ceux qu'on appelle les en haut, M. Connor. Vous savez, pour prendre 1 kilo d'or, c'est pas énorme, hein? C'est pas un truc. Mais si vous mettez dans votre voiture et puis vous sortez du pays, moi j'ai sorti plusieurs fois du pays en voiture sans que personne ne fouille ma voiture. On regarde les papiers, est-ce que vos papiers sont en règle?
Et puis c'est tout. Si vos papiers sont en règle, on ne va pas fouiller minutieusement votre voiture. Vous pouvez cacher même 10 kilos d'or dans une valise et puis vous sortez. Ce que je crois savoir, après ce qu'on m'a expliqué, cet or-là sort par le Burkina, par le Mali. Parce qu'il faut quand même le dire, la majorité des gens qui travaillent dans ces mines-là, c'est des Burkinabés, c'est des Maliens. Et on m'a dit que cet or-là sort par le Mali ou le Burkina, et puis après ça va dans les Émirats Arabes Unis, où c'est traité là-bas. Donc Mhm. oui, tu le mets dans une valise, dans un sac, arrivé à la frontière, si vos papiers sont en règle, vous passez. C'est pas interdit de sortir en voiture du pays. Mhm. Mhm. Alors, C'est dans les focalisons. aéroports qu'on fouille peut-être les choses, même, encore que même si vous mettez ça dans une valise, que vous mettez en soute, personne ne le verra. Mhm. 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 Alors, focalisons-nous réellement, Monsieur Conan, sur les solutions. Existe-t-il donc des exemples africains ou internationaux dont la Côte d'Ivoire pourrait donc s'en inspirer? J'ai cru entendre que le Ghana aussi a eu le même problème et qu'ils ont lutté vraiment férocement contre ça. J'ai cru entendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait précisément, je ne sais pas. Mhm. Vous savez, l'or, le Ghana exploite ça depuis très longtemps. Hein? C'est ça. Ben, apparemment, il y a eu une période où les orpailleurs artisanaux ont envahi le pays, mais ils ont réussi à les chasser. Comment ont-ils fait? Ont-ils utilisé la force? Possible. En Afrique du Sud, c'est qu'ils ont fermé des mines aussi. Ils ont fermé des mines, ils ont chassé les gens aussi. Donc, il faut utiliser la force quand il le faut. Hein. Mhm. Mhm. L'armée sert à ça, la police sert à ça, et voilà. Tout notre drame, c'est la corruption de nos fonctionnaires, de beaucoup de nos fonctionnaires. Dès qu'ils voient l'argent, ils oublient leur devoir. C'est ça le vrai drame. Mhm. Comme Mhm. je vous l'ai dit, là, quand vous sillonnez nos régions, où on exploite l'or, vous voyez les policiers qui sont en train de racketter les gens. C'est triste, mais il faut qu'on ait conscience que c'est notre avenir à tous qui est en jeu. Ouais, ça ne sert à rien d'avoir des millions sur soi et puis de ne pas avoir de l'eau à boire, de ne pas avoir de quoi manger. De pas... Mhm. Voilà. Alors, dans ce Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire contexte, dépense des sommes folles pour importer des poissons, des animaux, alors qu'on peut les cultiver, on peut les élever ici. dans ces conditions, Monsieur Conan, quel rôle donc les populations locales, les chefs traditionnels, les médias et la société civile doivent-ils jouer? On doit conscientiser tout le monde. Moi, c'est ce que j'ai fait en écrivant ce papier-là, en ayant continué d'écrire. Je continuerai d'écrire. Et j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de gens font comme moi. Je vous ai parlé de l'ancien préfet Vincent Toubi, qui a diffusé des vidéos pour conscientiser les gens. Il y a d'autres personnes, beaucoup d'autres personnes qui le font. J'ai vu une vidéo de André Sylvain Conan qui montrait le feu Agbo, etc. Bref, il y a la société civile, la presse qui joue son rôle en tout cas. Au niveau du gouvernement, je vous l'ai dit, le ministre en a pris conscience, la preuve. Il m'a invité à assister à cette réunion-là. Et on a commenté mon article après. Donc, au niveau du gouvernement, oui, il y a une prise de conscience. Maintenant, c'est Mhm. nous, Ivoiriens, qui devons conscientiser nos parents. Parce que c'est eux qui cèdent les terres. C'est ça le problème. Vous avez votre terre. Si vous le donnez à quelqu'un, l'État ne peut pas vous empêcher. L'État ne peut pas vous empêcher de louer votre terre à quelqu'un, de la vendre ou bien de donner une partie à quelqu'un. Mais il faut que nos parents, les chefs de village, les présidents de mutuelles et tout ce monde-là aient conscience qu'en le faisant, c'est l'avenir de leur pays qu'ils sont en train de mettre en jeu. Mhm. J'ai Mhm. parlé dans ce papier-là d'un groupe de femmes d'un village qui s'appelle Angoloka, à côté de Niakaramadougou. J'avais été là-bas. Elles ont une coopérative où elles font du riz. Elles ont récolté le riz. J'étais parrain d'une cérémonie là-bas, on m'a offert un sac de riz. J'ai dit, moi, désormais, c'est votre riz que je vais acheter. Après quelques temps, elles retournent sur leur parcelle pour planter leur riz. Les Chinois ont pris la terre pour faire de l'or. Elles sont énervées, elles ont cassé les appareils des Chinois. Aujourd'hui, elles sont poursuivies par la justice. Il faut qu'on se mobilise pour sauver ces femmes-là. Il faut qu'on se mobilise pour toute la Côte d'Ivoire pour que on arrête de saccager notre pays. Mhm. 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 Alors, Donc, une émission comme la vôtre, je pense que ça va aider à prendre conscience. Et nous, ici, on va continuer, nous aussi, à attirer l'attention des gens sur les dangers qu'on court. Et je suis assez optimiste parce que je vois qu'il y a une mobilisation qui se fait. Dès lors que l'État en a pris conscience, dès lors que l'État a décidé de prendre le taureau par les cornes,
J'ai bon espoir qu'on trouvera une solution On ne peut définitive. pas parler de médecin après la mort. Non, c'est pas encore trop tard. Mhm. Le danger, le mal est profond, mais on n'est pas encore mort. Mhm. Alors, J'ai dit, monsieur, on va vers le suicide, mais on n'est pas en train de commettre le suicide maintenant. mhm. Merci beaucoup, monsieur Vénas Conan. Avant de vous laisser partir, quel message souhaitez-vous donc adresser aux autorités ivoiriennes, à l'ensemble des citoyens? Aux autorités ivoiriennes, je leur ai dit de continuer ce qu'elles ont commencé à faire, c'est-à-dire lutter contre ça. Comme je vous l'ai dit, hein, les journaux parlent régulièrement de sites démantelés, mais il y en a tellement que on ne peut pas en vouloir à l'État de ne pas les voir. C'est nous, citoyens, dans nos villages, dans nos villes, dans nos petits campements, qui pouvons voir les choses et dire aux autorités, attention, il y a un site d'orpaillage clandestin ici ou là. Parce que quand on les charge d'un côté, ils s'en vont ailleurs. Et ils sont dans la brousse, c'est très difficile de les voir. Donc, il faut que chacun fasse la police. Il faut que nous comprenions que l'argent, c'est très bien. Mais si on ne réfléchit pas à comment gagner cet argent-là, on va avoir beaucoup d'argent, mais avec beaucoup de maladies et même la mort pour nos enfants. Et je ne pense pas que quelqu'un souhaite ça. Et si on vous donne des millions, construire une grande maison, et puis vos enfants n'ont même pas de l'eau potable pour boire, ils vont jouer dans un fleuve qui est empoisonné, et si vous avez beaucoup de millions et que vous voyez vos enfants malades, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Mhm, mhm. Merci beaucoup, monsieur Conan. Une toute petite question, vous n'êtes pas certainement obligé de répondre, hein. On a connu le grand Tibius, le grand Vénas Conan, qui, disons, critiquait les maux de la société. Ces derniers temps, vous êtes resté un peu muet. On vous voit beaucoup plus critique, permettez-moi l'expression, quand il s'agit un peu plus de l'opposition. On a vu contre Mais, M. Konabédié, contre M. Thiam. Alors, qu'est-ce qui se passe? mais nous sommes en train de parler de quoi aujourd'hui? Nous sommes en train de parler de l'orpaillage clandestin, non? Vous m'avez contacté parce que vous avez lu mon papier sur l'orpaillage clandestin. Ça veut dire que il n'y a pas que M. Bédier ou M. Thiam qui sont dans mon registre. J'ai vu ce problème-là, j'en parle. Comme il y a beaucoup de choses. Si vous suivez mes papiers, lisez mon papier d'aujourd'hui. Par exemple, je ne parle pas de politique du tout, mais j'attire notre attention sur beaucoup de choses. Donc, on peut dire bon Donc, oui, retour je alors, critique monsieur les Conan. maux de notre société. Bon retour alors, monsieur Conan. C'est ça, on peut le dire? Je ne suis pas parti quelque part. J'aurais déjà parti, d'accord. Le jour où M. Thiam fera quelque chose qui m'énervera, je parlerai de lui. Il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Mais tout le Merci plaisir était beaucoup. pour moi. Merci Au beaucoup. revoir. Et puis, surtout, portez-vous bien. Au revoir. Moi aussi. Merci donc, monsieur Vénas Conan, pour cet échange. Ce que je peux dire, c'est que l'appareillage clandestin n'est plus seulement une question d'exploitation minière. C'est donc un enjeu de santé publique, de sécurité alimentaire, de souveraineté économique et de protection des futures générations. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous bientôt pour une autre émission du Jacques Roger Show, hein, sur Afrique 2050 Radio. Merci beaucoup et surtout portez-vous bien. Au revoir.